Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais encore un petit update de mes dernières lectures. C'est assez varié niveau genre, puis j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, mais ici, ça va me permettre de vous en parler plus en profondeur parce que généralement, oui, je crois bien que c'est toutes des lectures que j'ai vraiment beaucoup aimées. Donc, on va commencer par celle que j'ai presque terminée. Je l'ai lue pour Les Herbes Folles à la radio. Et après, j'ai dû poursuivre avec mes lectures d'école, fait que ça a coupé un peu ma lecture, mais j'adore ça. Il me reste quelques petites pages, vraiment pas beaucoup, et vous l'aurez vu, c'est Les Villes de papier de Dominique Fortier. C'est publié chez Alto. Dominique Fortier, semble-t-il que c'est une écrivaine prolifique, au talent immense et au nombre de récompenses littéraires multiples également. Moi, je l'avais jamais lu avant. Fait que c'est vraiment... J'avais vu un de ses livres circuler il y a quelques années. Je pense que celui-là était sorti en 2010, puis c'était vraiment une belle page couverture. Puis ça, comme j'ai retenu la couverture, je m'en souviens encore aujourd'hui. Fait que c'est vraiment ma première entrée dans l'univers de Dominique avec Les Villes de papier. Et puis, c'est une lecture qu'on a reçue à la radio, puis j'ai tout de suite écrit à mon animatrice, j'ai dit est-ce que ça peut être moi qui en fait une review, une chronique, parce que ça m'avait vraiment attiré comme sujet. L'écrivaine est allée faire ses propres recherches sur la poétesse Emily Dickinson, qui est américaine, qui vient de Boston, Massachusetts. En fait, elle habitait pas à Boston, c'était plutôt comme la ville de son coin. Elle habitait comme à 6 heures au sud de Boston. Mais tu sais, c'était pas 6 heures en voiture, là, c'était 6 heures en calèche, là, excusez. Fait que bref, j'ai lu un petit peu Emily Dickinson, mais d'avoir un livre qui va fictionnaliser sa vie avec des éléments qui ont été recherchés biographiquement, d'autres qui ont été inventés par Dominique, ça m'excitait vraiment beaucoup. Puis je voulais en savoir plus sur Emily Dickinson, alors d'avoir un roman là-dessus, ça m'a juste vraiment enchantée. Et effectivement, comment le roman est construit, le style d'écriture, puis qu'est-ce qui est raconté, on s'attache vraiment vite. Puis on veut savoir qu'est-ce qui se passe, on veut savoir comment Émilie pense. Le plaisir là-dedans qui est délectable, c'est de voir comment Émilie voit le monde, comment elle voit ses relations, son rapport avec l'écriture, avec les autres, avec sa chambre, avec la solitude. Avec la littérature, c'est juste fantastique, puis elle a tellement de caractère. Puis Dominique s'est inspirée de correspondances d'Émilie aux autres, celles qui n'ont pas été brûlées par sa sœur, où elle racontait des épisodes de sa vie. Donc elle a pris certains épisodes de ces correspondances-là. Elle en a pris d'autres, plusieurs livres d'analyse qui ont été faits sur Émilie, et les trous qu'elle voyait dans la vie d'Émilie, parce que théoriquement on n'a pas beaucoup d'informations sur elle, ben elle les a remplis avec son imaginaire propre. Fait qu'on sait jamais qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est pas vrai, sauf si on se renseigne, bien sûr. Mais pour moi, c'était un plaisir de me dire tout de suite, je vais croire à tout, puis tout est cohérent, ça va bien, ça se lit bien parce que c'est un roman fragmentaire, c'est-à-dire que c'est vraiment par capsule, c'est pas divisant avec des noms de chapitres, mais ça commence juste directement comme ça, puis ça dure comme 3-4 pages, après ça il y a un blanc, puis là, on continue. C'est chronologique tout de même dans la vie d'Émilie, on va vraiment de sa petite enfance à l'âge adulte, et ce que j'aime aussi, c'est que, en fait, j'aime comment ça a été fait. Donc Dominique Fortier va insérer des sections de journal d'écrivain à elle, qui montrent sa démarche d'écriture, comment elle en a été venue à écrire sur Émilie. Puis quand elle parle de sa propre vie avec sa famille, ses voyages, quand elle habite un peu aux États-Unis, ça a toujours un lien avec la vie d'Émilie. Tu sais, on peut traiter de la thématique de la maison, comment sa maison à Boston, à Dominique Fortier, la faisait sentir, puis il y a un rapport avec la maison très fort dans la vie d'Émilie aussi, fait qu'il y a toujours des liens. Donc, je me suis jamais sentie tirée hors de l'histoire d'Émilie de force à devoir lire un journal d'écrivain qui ne m'intéresse pas pantoute parce que je veux entrer dans la vie d'Émilie. Les deux parties sont intéressantes, les deux se complètent bien, puis ça arrive au bon moment, il n'y a pas trop d'entrées de journal, il n'y en a pas trop peu pour que tu te dises ça juste par rapport. Fait que c'est bien dosé, c'est magnifiquement écrit, elle a vraiment une belle plume. Elle rend le personnage, la poétesse, vraiment humaine, puis ça c'est une force que je peux juste vous dire commencer par lui parce que c'est le seul que j'ai lu, mais il est vraiment bon. Ensuite, pour mon anniversaire, je me suis acheté quelques ouvrages. Je pourrais vous faire une vidéo sur mes achats d'anniversaire si ça vous tente, sur mes derniers achats en fait, parce que j'en ai fait quand même quelques-uns durant les derniers
mois, les dernières semaines. Donc, un de ces achats-là, c'est une bande dessinée. Les Mondes d'Aldébaran, dans le fond, ça a été fait par Léo. Je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre sur la BD. Ben, évidemment, il n'y a pas juste Léo qui a fait ça. Il y a comme la personne pour les dessins, pour la coloration et tout ça. Bref, c'est une BD de science-fiction. C'est une BD que j'ai découverte il y a, ma foi, très très longtemps. C'est mon père qui a acheté cette série-là, puis fait que j'ai commencé à le lire dans ma jeune adolescence, puis ça a commencé avec Aldébaran, après il y a Belle Teigeuse, Antares, Les Survivants, plus c'est Retour sur Aldébaran, fait que je suis vraiment excitée. Bref, je suis une vraie fan de cette BD-là. C'est une BD de science-fiction où la Terre existe encore, elle est rendue plus évoluée, puis il y a eu une mission qui s'est détachée de la Terre pour aller coloniser d'autres planètes, voir s'il y avait d'autres planètes sur lesquelles on pouvait vivre. C'est une question très réelle dans notre monde aujourd'hui. Et puis Aldébaran, ça a été la première à être colonisée. Puis après, il y a les autres planètes qui ont d'autres noms. Et le personnage principal, c'est Kim. Et avec la série Les Survivants, le cycle des survivants, il y a aussi Manon qu'on apprend à connaître. Puis fait que ces deux personnages féminins-là, forts et badass et vulnérables et intelligentes, prennent toute la place. Et ce que je reproche souvent aux BD européennes, c'est que les filles ont toutes des gros jos. Ils ont toutes une grosse poitrine parce que c'est comme ça qu'il faut qu'ils soient avec genre une petite taille puis tout ça. Puis ici, pareil. Fait que ça l'aurait pu vraiment mériter, mais ce que j'apprécie, c'est que ici, l'auteur a décidé de pas ignorer ce fait-là, puis c'est pas un enjeu, mais c'est pas ignoré, donc il y a des problématiques qui viennent avec ça, puis comment Kim réagit, comme ça, elle a pas choisi d'avoir cette poitrine-là, fait que, mais comment elle réagit, j'aime vraiment ça, puis c'est vraiment comme, tu sais, c'est pas une femme faible qui va se laisser mener puis qui subit la victime, les tourments des hommes et tout ça. Elle est vraiment forte, elle est vraiment sweet, elle est vraiment merveilleuse, puis tu la vois évoluer, puis fait que je trouve que c'est vraiment une BD bien construite dans les valeurs qui sont données, dans les discours qui sont écrits, dans qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment bien fait. Voilà, là c'est la première BD du dernier cycle. Je pense que c'est le dernier cycle parce que c'est Retour à la première planète, là, fait que ça fait un peu comme full circle. Puis c'était encore bon, j'ai l'impression que on a vraiment voulu avec cette BD-là répondre à l'actualité des événements sociaux qui se passent en ce moment partout dans le monde. Fait que les manifs, un peu les dictateurs, les fous, tu sais, tout ça. Puis c'est un sujet qui avait déjà été abordé au début de la BD, tu sais. Fait que on voit une continuité, on n'est pas juste comme « Ah, il veut juste être relatable », puis ça n'a pas rapport avec le reste de l'histoire. Tu sais, c'est vraiment bien intégré. Dans cette BD-là, je trouvais qu'il y avait un peu moins d'action, c'était beaucoup de diplomatie puis de blabla, puis il y en avait avant dans la BD, fait que ça fait une continuité, mais ici il y en avait plus. Puis j'étais juste vraiment contente de retrouver Kim, qui est ce personnage-ci. Fait que, ouais, c'est vraiment une chouette BD de science-fiction. Si vous cherchez une BD de science-fiction à lire, j'ai plein de propositions parce que, en fait, en termes de BD, c'est un de mes genres de BD favoris, c'est la science-fiction, puis j'en lis pas du tout ailleurs. Je lis pas de romans de science-fiction, j'ai pas de poésie de science-fiction, ça existe. Juste la BD, puis j'adore ça. Ensuite, on va continuer en bande dessinée, tant qu'à y être. Donc, la nouvelle publication de Svian, qui est Svian au Japon. C'est publié chez Pao Pao, et puis j'avais vraiment hâte de lire cette BD-là, mais j'en avais déjà comme vu un peu, lu un peu, fait que mon point d'analyse, c'est est-ce que ça allait changer du reste de ce que j'ai vu? Est-ce que je vais apprendre des nouvelles choses que je n'avais pas vues avant? Je vous mets en contexte. Quand Svian est allée au Japon l'année dernière, autour de Noël, elle a fait des stories, elle a mis ça sur Instagram, elle nous a partagé son expérience. On a assisté en même temps qu'elle à ses découvertes, puis ce dont elle parle ici dans Svian au Japon, c'est ses découvertes, son observation sur le mode de vie japonais, comment elle se sent en tant que touriste par rapport à cette culture-là. Puis là, je me demandais, est-ce qu'ici, elle va réarranger les choses, remâcher ses découvertes d'une manière que ça soit un peu différent pour ceux qui l'auront déjà suivi sur Instagram. Parce que ceux qui n'ont pas les réseaux, ils vont lire ça, puis tout est nouveau, puis ça va être fantastique parce que c'est vraiment bien fait. Et effectivement, selon moi, ça a été replacé, remâché d'une manière à ce que j'aie encore du plaisir à lire. Juste déjà la mise en page qui change avec les interactions un peu qu'elle a mis, puis je veux dire, j'ai eu du plaisir à découvrir autre chose que je savais pas, ou sinon à relire des épisodes qu'elle avait vécu et qu'elle nous avait partagé sur les réseaux, mais là de les voir
partagé d'une autre manière dans cet ouvrage-ci. Fait que ça, c'était vraiment intéressant à observer, à comparer. Puis aussi, elle avait parlé de son voyage dans un de ses ouvrages autopubliés, son zine, mais comme tellement professionnel que j'ose même pas appeler ça un zine, là, mais autopublié. Elle en avait parlé aussi. Fait que là, j'étais comme, ça fait 2 fois que je lis Vienne au Japon. Est-ce que la 3e fois, ça va être encore bon? C'était encore bon. J'ai eu le droit à une superbe dédicace dans les Sailor Moon, là, mais Sailor Venus. Fait que voilà, ça paraît que j'écoute pas ça, hein. Désolée, je sais que c'est un classique, mais voilà, fait que c'est ma dédicace. Fait que je vous le conseille, comme vous allez voir toutes les calligraphies japonaises, c'est quelque chose que j'avais déjà vu sur les réseaux, mais je m'en lasse pas, c'est tellement fou. Maintenant, on tombe en jeunesse avec Sarah Lou, détective très privée de Audrey Archambault, que vous connaissez sur la communauté Booktube, sinon je vous mettrai le lien de sa chaîne. Et le tome 2, c'est Napoléon est mort. Donc, on se doute que c'est pas le punch de l'histoire, mais c'est vraiment attirant comme titre. Puis avec l'histoire du point d'interrogation, dans son premier tome, il y avait aussi ce point d'interrogation-là, puis il y avait aussi une rime avec mort. Fait que là, ça fait 2 ouvrages qui mettent mort dans le titre. Fait que je trouvais ça vraiment lugubre. C'était ma première pensée de l'ouvrage. C'est bien fait, mais c'est vraiment morbide. Genre, c'est comme tout le monde meurt autour de Sarah Lou. Bref, c'était mon inquiétude personnelle. J'ai aimé ce tome-là. On va enlever tout de suite le suspense. J'ai vraiment aimé ça. Puis je sais que ça s'adresse pas à moi, que je suis pas le public cible. Fait qu'il y a des choses que je peux voir venir plus vite que si c'est un enfant de tel âge à tel âge qui lit ça. Je sais pas exactement c'est réservé à quel âge. Je ne suis pas libraire. Je n'ai pas cette aptitude-là à deviner les âges. Bref, ce qui m'a stressée dans l'histoire, je pense que c'est pas ce qui était supposé me stresser. T'sais, ce qui est supposé me stresser, c'est qu'il y a un tueur qui tue plein d'animaux au camping où Sarah Lou va, c'est comme j'insère le résumé en même temps, donc au camping où Sarah Lou va durant l'été avec ses grands-parents. Et puis là, elle rencontre 2 de ses amis, un garçon, une fille. La fille, elle est plus jeune, puis elle tape ses nerfs à Sarah Lou, mais finalement, elle va apprendre à la connaître, puis après, elle va arrêter de taper ses nerfs. Ça, c'est tellement un scénario que je reconnais de ma jeunesse, là. Il y a toujours un petit kid dans la gang qui tape ses nerfs. Fait que, bref, je trouvais ça vraiment vraisemblable puis réaliste. C'est ça, remarque qu'il y a plein d'animaux qui meurent empoisonnés autour et dans le camping, puis des animaux domestiques des fois, puis des animaux sauvages. Fait que là, moi, ce qui m'a stressée, c'est pas ça, c'est que Sarah Lou, elle se met tout le temps dans la merde. Puis genre, c'est ça le but, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais elle est tellement tête de cochon, puis rapide à accuser du monde, que je trouve que c'est parfait pour représenter un enfant, parce que c'est exactement ça. Mais ça me stresse, parce que à chaque fois qu'elle s'en va accuser quelqu'un, puis je suis comme, je le sens que c'est pas lui, puis elle est tellement intense, cet enfant-là, elle est comme « Oh, c'est toi! » Puis là, c'est comme la fin du monde, tu sais. À chaque fois, je suis stressée, puis je suis juste comme « Non, non, retiens-toi, aie un peu de retenue, Sarah Lou, calme-toi, réfléchis, t'es trop naïve. » Mais c'est ça, c'est un enfant qui enquête, fait que c'est très bien fait à cause de ça, mais moi ça me stresse trop. Je vous le conseille, le tome 2, si vous avez aimé le tome 1, ben c'est pas le stéréotype du tome 2 qui fait capote, puis après ça remonte tranquillement la pente. C'est tout aussi bien que le tome 1, fait que bravo Audrey encore, et je vais espérer qu'il y a des gens, des mamans ou des enfants qui regardent ici pour que je leur conseille sur les livres. Fait que c'était tout pour mes lectures. Je vais déposer ça ici. Donc, je vous souhaite une super belle journée, des bonnes lectures. On se revoit dans une prochaine vidéo, éventuellement. Ça va être très sporadique parce que l'école prend beaucoup de place. Mais voilà, j'espère que ça va vous avoir donné quelques conseils de lecture divertissants pour vous changer les idées si vous aussi vous êtes à l'école. Donc, ou même au travail aussi, hein. Quand on est fatigué, tu sais, puis qu'on veut pas se casser la tête, les BD, ça va bien généralement. Donc, voilà, bonne lecture, puis on se revoit la prochaine fois. Bye!